Centre Anne Hébert de vous accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Et puis, je vois toutes les piles de la rue d'Arcade. Je sais que vous allez nous en parler. Oui. Vous êtes aussi une poète réputée, couronnée de prix. Donc, on vous laisse nous parler de tout ça, puis on vous écoute avec plaisir. Puis, il y a tout à fait la possibilité de poser des questions. Oui. Je ne sais pas si vous préférez au fur et à mesure ou à la fin. Oui, en tout cas, à la fin, on verra comment ça se passe. Oui, parce que même moi, j'avais préparé. Quelqu'un peut fermer la porte? Je connais ici, disons, je connais beaucoup de collègues, mais j'avais ceux qui avaient enseigné. Ça, mais d'abord, Joseph, on commence Joseph, le plus ancien, Joseph Bonenfant, que j'ai connu. C'est ça, c'était vraiment un ange, on peut dire, un amour aussi. Et en écriture, il était très intéressant. De toute façon, j'ai déjà eu un cours de lui à l'UQAM, parce que moi, je suis un produit de l'UQAM. On peut produit aujourd'hui, mais bon, une étudiante, ex-étudiante, mais bon, on est toujours un peu étudiante de façon permanente, parce que je continue à apprendre, mais Joseph était venu comme prof, peut-être prêté ou chargé pour donner un cours. C'était en maîtrise, en département de lettres, études littéraires. André Vanas, qui était chef de département, coordonnateur du département. Et il y a eu beaucoup d'écrivains qui étaient là. J'avais Noël Audet, Madeleine Dagnon comme professeur. C'est un peu ma formation, c'est sûr que c'était, ils ont des gens très passionnés et passionnants. M. Bello, aussi André Bello, qui était décédé peu de temps après. Et donc, j'ai été mêlée assez jeune à l'écriture, on peut dire très intéressée, et puis j'avais des profs qui étaient fascinants. Donc, je n'écrivais pas encore à ce moment-là, mais on lit. Et de toute façon, même Anne Hébert, il y a du Anne Hébert, mais bon, je ne vais pas trop en parler, parce que comme tu m'as dit, ce serait l'objet d'une autre conférence. Mais Anne Hébert, déjà, j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, c'était sur Anne Hébert, imagine, j'ai trouvé ça. Mais une fois, je le réécrirai, c'était mon écriture manuscrite de, pas enfant, mais presque en enfant. Regardez. Claudine. Alors, j'avais déjà fait une étude sur les chambres de bois, tu vois, 8 mars 65. Alors, parce qu'on avait un professeur qui venait de Paris. On dit toujours, tout passe pas par Paris, mais bon, à ce moment-là, il est arrivé Paul Leduc, ensuite a été recteur de l'université à l'UQAM, et ensuite au ministère de la Culture, et ministère de l'Éducation, pardon. Et elle est arrivée, puis avec son mari, comment est-ce qu'il s'appelait, donc, qui faisait les revues, et qui enseignait la cours sur... il est décédé, il donnait des cours sur Sam, puis la revue, pas noire, mais sombre, un peu l'université, voyons. Disons, ça va me revenir. Tous les deux arrivaient de France, et elle nous parlait de Rimbaud, d'Anne Hébert. Bon, et surtout, d'abord, elle a commencé par Rimbaud, c'était une initiation qui était pour nous assez difficile. Elle nous parlait de Rimbaud comme elle est allée au café avec lui, si vous voulez, la veille. Alors, donc on l'écoutait, puis elle était vraiment... Donc c'est un peu ça aussi la passion de l'écriture, elle nous en parlait avec beaucoup de luminosité, aussi avec l'écriture, des fois que peut être sombre, et elle avait le don de nous faire partager d'abord le goût des lettres, il y a 15 ans, 14-15 ans, et après elle est allée à l'université, mais elle avait passé par, on était même presque une polyvalente à ce moment-là, c'était même pas au cégep. Et puis, Anne Hébert, elle en avait parlé, on avait des travaux à faire. Je ne dis pas la note que j'ai eue, mais disons que j'ai passé, mais pas des 90, mais quand même 7 et 50, pas 50, 7,5. Alors, mais tu sais, c'était une approche, et après, bien, on reste toujours fasciné par les auteurs auxquels on revient constamment. Donc, ça a été des points de référence pour moi, évidemment, Rimbaud. Ensuite, Anne Hébert, et parce que vous m'aviez demandé, Patricia a dit si vous voulez en parler, mais je me suis dit peut-être on en parlera un peu plus tard, parce qu'il y a déjà des publications, là, il va y avoir une biographie, hein, c'est ça, sur Anne Hébert. Et puis, Marie-André Lamontagne est venue voir, m'a demandé comment je l'avais rencontrée, puis là, je lui ai raconté ça. Donc, je laisse aussi l'objet plutôt la curiosité qui sera dans le livre, comment je l'avais rencontré, on avait échangé des lettres, et, quelques courriers, oui, c'était des courriers, c'était pas du courriel, à ce moment, puis je l'avais rencontré. Mais si j'ai le temps après, c'était assez impressionnant, c'était tout
tout était blanc chez elle, c'était comme, c'était l'été, mais même l'été, que ce soit l'hiver, tout est blanc, c'était comme si c'était l'hiver permanent au fond. Elle avait transporté son Québec en France, comme beaucoup disaient, ben oui, mais la France, elle est en France, elle écrivait sur le Québec, mais elle avait toujours ce Québec en elle. Elle portait le Québec, elle avait besoin de cet éloignement-là. Et quand elle est partie, il faut dire que le Québec était assis aussi dans un carcan idéologique. Peut-être qu'ici, elle n'aurait pas pu réaliser l'œuvre qu'elle a réalisée, une œuvre majeure. Donc, Anne Hébert, c'est pas le sujet, c'était Arcade. Et bon, pour vous dire que ceux que j'ai beaucoup aimés, ben, tous les profs, donc Joseph Bonenfant, et Joseph était relié à Arcade, c'est pour ça, lui, j'ai sorti le numéro 1, numéro 2, et il s'en servait dans ses cours. Il disait, Claudine, un autre bon numéro, et puis il était comme déjà, ben, il avait donné beaucoup des communications, puis il y avait un colloque, il y avait sur la création, l'enseignement, donc moi j'étais très reliée à la création et l'enseignement, et c'est un peu ça mon départ pour la revue Arcade, les premiers numéros. Et il me disait, oui, nous, on les fait acheter par les étudiants, puis j'en avais sur l'imagination, le deuxième, le numéro 1, la modernité, et j'étais obligée de faire des tirages. Joseph Bonenfant, oui, pour Joseph, parce qu'il disait, il n'en reste plus, donc je tirais un autre tirage, un deuxième, troisième pour ses étudiants. Et donc, c'était un peu le lien, mais aussi un lien littéraire. Et Joseph Bonenfant, puis ensuite, bien, plus récemment, c'est Robert Giroux qui a quitté, c'est ça? Et vous étiez au même département, c'était quoi ça? Oui. Donc, et vous aussi, donc, lui qui a quitté Robert. Puis en revue, on se connaissait parce que les revuistes, on dit ça, je pense, ceux qui font des revues, eh bien, on partage des intérêts communs, puis la revue s'est professionnalisée. Le monde des revues, je veux dire, par l'Association des périodiques culturels québécois, s'est professionnalisé. Puis il faut dire que pour être subventionné, il faut atteindre un niveau, évidemment, un haut niveau, et il faut répondre aux critères. Et bon, au tout début, c'était pas ça. J'étais subventionnée. Des subventions de dépannage, je vous dirais d'où ça venait, mais donc pour arriver à atteindre un certain niveau, puis aussi les écrivains sont là aussi pour supporter les revues, donc c'est très très important. La revue, c'est souvent le premier lieu, comme on dit, pour écrire, c'est vraiment lieu de passage, c'est très très important parce qu'écrire un livre, d'abord ça prend du temps, puis bon, souvent l'éditeur il peut le refuser, il le refuse plus souvent qu'il l'accepte. Puis, on fait nos premières armes, nos premiers textes, parce qu'on a des commentaires, parce que des revues, c'est quand même très au Québec, en tout cas très professionnel. J'en connais d'autres aussi en France, mais bon, il y en a des très, très professionnels. Des fois, il y en a, c'est plus amateur. Mais, disons, règle générale, ici, disons, les revues, quand on commence à écrire, bien, il y a toujours un comité de sélection, puis texte est accepté ou refusé, évidemment. C'est accepté, souvent il y a des retouches, il y a des modifications à faire, il y a un échange. Déjà, c'est comme une première édition qui se produit. Nous, on l'a toujours fait aussi, accompagner les auteurs. Même les auteurs très chevronnés, dont Jacob et d'autres, puis je dirais que Brassard, du prix Denise des Hôtels, bien, des fois, il y a une petite coquille, tu sais, il faut relire des choses, et souvent, les auteurs, même en France, c'est pareil, je viens de faire une anthologie, je vais vous la porter sur Éloge et défense de la langue française à travers plusieurs pays, c'est 137 poètes. Et même des auteurs très très chevronnés, ils disaient, ben mon Dieu, j'ai dit, il me semble là, qu'il manque un E muet. Oh, je ne l'ai pas vu. Mais il faut le lire comme il faut pour essayer de comprendre évidemment le poème ou le texte écrit. Et des fois, c'est vraiment des coquilles. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3, puis publiés chez Gallimard. Alors, je me disais, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est pour ça qu'il faut un autre comité de lecture, de relecture, un comité d'épreuve. Donc, relire les épreuves. Ensuite, bon, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Et les revues, je pense qu'ils sont un point tournant en ce moment. Alors, avant, bon, c'était des petites maisons, comme on dit, Triptyque et les éditions Triptyque et la revue Mébius, qui sont conjoints. Eh bien, ils sont confiés, ont été vendus. Donc, on dit, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, ça peut plus être juste une petite institution, un individu, ou deux, puis c'est vendu souvent des plus grands, des consortiums, on fait des regroupements d'éditeurs, et
comme toutes les petites maisons d'édition aussi de livres, c'est un peu la même chose. Première année, ça va bien, on respecte tous les critères, les mêmes créneaux, et puis la politique éditoriale. C'est pour avoir il faut avoir une politique éditoriale d'abord, qui soit bien articulée, qui soit structurée, solide. Alors même avec la politique éditoriale, on dit, on va respecter, puis un an après, j'ai vu beaucoup d'éditeurs de livres qui m'ont dit soit XYZ ou d'autres. Chez HMH, j'ai dit, première année, ça allait bien, deuxième année, mais après, maintenant, c'est pris en main. Puis c'est d'autres critères, c'est moins les critères littéraires, c'est plutôt le marketing. Il faut que le livre se vende, s'il ne se vend pas. J'ai vu José Bonneville, qui était justement, qui dirigeait à la suite de André Valence, elle dirigeait XYZ, et ça a été racheté, comme on dit, mais elle était là dans le rachat, puis première année, on continue, c'est réglé, aucun problème, vous faites ce que vous faisiez. La deuxième année, tu as pris en d'autres ce comité de sélection, ceux de la maison, avec leurs critères, là, est-ce que le livre précédent s'est bien vendu? Même José Bonneville a dû démissionner parce qu'elle dit face à des critères comme ça, moi je ne peux plus d'abord être fidèle à mon éthique, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup est-ce que le livre va se vendre. Il y avait un auteur qui avait publié là-bas qu'elle connaissait très bien, puis c'était pas son premier livre, deuxième, troisième, je pense que c'était son quatrième livre qui était refusé. Elle dit, oui, mais pourquoi il était bon? Elle l'avait lu, elle avait supervisé aussi un accompagnement avec l'auteur. C'était un romancier. Et puis, la maison d'édition a dit non, maintenant, il y en met d'autres sur le comité. Ça avant était toute seule avec en tribunal 2 ou 3, oui, personnes, pour évaluer les manuscrits, ensuite accepter. Maintenant, la décision venait de plus haut, parce qu'il venait de la direction économique, on pourrait dire, puis les gens du marketing, dans le comité de sélection d'œuvres littéraires. Alors là, c'est plus tout à fait la même chose. Ils ont refusé, puis elle se sentait incapable de dire, je donne un nom, mais ça arrive dans plein d'autres maisons, j'ai vu la même chose. Ils disent, nous, comment on peut arriver face à l'auteur, c'est un bon manuscrit, c'est bien écrit, c'est original, c'est intéressant, il y a beaucoup de critères qui font que le livre est accepté et acceptable pour la publication, et eux, ils ont dit non. Puis elle dit, moi, je démissionne parce que je ne peux plus vivre cette situation d'être en conflit avec mes objectifs. Alors maintenant, j'imagine que ça va être un bon sort aussi pour Mébius, ça ne veut pas dire ça. Donc je pense que, on garde confiance, le temps que ça dure. Bon, pour revenir à la revue Arcade, c'est un peu ça. Pour moi, c'est quand même très intéressant et pour le milieu littéraire que la revue Arcade est une maison, comme on pourrait dire, qu'elle va être logée quelque part, parce que si la revue que j'ai chez moi, j'étais fondatrice de la revue Arcade et je l'ai menée à bon port jusqu'à la fin, et c'est pour ça que ça fait une œuvre importante d'écriture de femmes. Enfin, il y a un corpus là à étudier et à voir l'évolution de la pensée, à voir quels étaient les thèmes, comment ça s'est articulé avec la société, avec ce que l'on vivait en telle année, en 80, 82, 90, jusqu'au l'an 2000, 2003, 2004, on a arrêté. Mais on voit là des traces très importantes de la pensée humaine, des questionnements, des interrogations, des sortes de courants littéraires, sans dire tout à fait des programmes, on peut dire des mouvances littéraires, parce qu'il y a des points de recoupement entre les femmes, il y a beaucoup aussi de diversité, chacune a exprimé son imaginaire. Donc c'est vraiment un imaginaire très, très, très particulier. C'est pas un imaginaire auquel il pouvait adhérer. Parce qu'il faut dire aussi les comités, j'ai étudié la situation, c'était des comités, on disait que c'était pas des comités mixtes, c'était des comités à majorité hommes, même sans vouloir rien leur enlever, que ce soit à Mébius, partout, c'était ou majoritairement hommes ou une présence féminine, mais c'est difficile, une seule femme se bat à travers toute cette jungle, je pourrais dire. Et puis moi-même, j'ai passé des comités, la revue Stop, président à un moment donné, et j'ai trouvé que c'était un peu ça. Il y avait comme un obstacle de taille, mais qui n'était pas relié à la qualité des textes. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et, comme il faut dire, pendant les années 70 aux années 80, on avait eu beaucoup de débats. Je participais à tous les débats à l'Université de Montréal, il y avait à l'UQAM, pardon, où il y avait tout ce mouvement féministe qui était Pardon?
qui était en bas. Exactement, je cherche le mot, je disais bon, pas en bas. C'était une deuxième vague du féminisme, mais très importante. Toutes les revendications, puis il invitait beaucoup d'auteurs de l'étranger. Alors, on voyait plein d'auteurs de notre groupe, Annie Leclerc, Marie Cardinal, que moi j'ai invité aussi au Collège de Rosemont. Alors, vous allez voir, c'est tout de suite à ça. Mais je l'avais invité, oui, au Collège de Rosemont en 1981. Alors, c'est sûr que tout ça, tous les écrits que l'on lit, qu'on trouve de valeur, on trouve qu'ils ont une grande valeur, je veux dire, et que ce soit l'histoire, on dirait que l'écriture des femmes était mise de côté, était beaucoup ignorée, sous-estimée, sous-représentée, et ça peut être vrai de d'autres écritures aujourd'hui. Donc, on dit comment, et moi, je trouvais qu'il fallait baliser large, et puis il fallait combler ce manque, cette lacune, je trouvais très important. Et je me suis dit, s'il y a autant de revues où les hommes ont la parole, pourquoi il n'y aurait pas de revue avec une parole de femme? Ceci n'enlève rien à personne, mais il était temps qu'il y ait une prise de parole beaucoup plus importante. Avant les années 70, il y avait quand même des revues qui existaient, soit bien en rose, ou des revues plutôt journalistiques, sociales, politiques, oui, qui relayaient, disons, des idéaux. Sauf que dans l'écriture, la création de femmes, ça n'existait pas, évidemment, puisque j'étais la première, puis après, ça n'a pas existé non plus. Quoique les femmes peuvent aujourd'hui œuvrer dans d'autres revues. Donc, Femmes d'écriture a été ce point déclencheur, ce virage très important, où là, je ne m'adresse plus à des étudiants, comme je disais, c'est d'affirmer la spécificité de l'écriture au féminin de manière à ce qu'elle ne soit plus ressentie comme une limite, mais comme un droit à la différence devient notre principale préoccupation. Et j'avais dit, les gens disaient pourquoi une revue? Bien, d'abord pour un critère d'équité. Maintenant, on va aller du côté des femmes, les représenter, comme il n'y a pas de lieu qui existe d'écriture où elles sont regroupées. Donc, ça faisait un lieu d'appartenance aussi, un lieu d'écriture, un lieu d'échange, de partage, parce qu'à travers ça, les revues, bien, il y a beaucoup de rencontres qui se font, il y a des échanges, on avait des débats, des discussions, et c'est comme ça que les thèmes ont évolué. Vous allez voir, ils sont très près des préoccupations de femmes. Et les gens disaient, ben oui, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va durer longtemps? Même 10 ans plus tard, pourquoi une revue? Et j'avais repris un passage d'Anaïs Nin en disant, nous devons faire cette distinction, l'écriture au féminin, tant que les femmes ne figureront pas dans les anthologies littéraires. Et moi, j'avais dit tant qu'ils ne seront pas partie égale dans toutes les revues, dans toutes les maisons d'édition, dans toutes les anthologies. Alors, vous avez au moins pour une aventure qui peut durer 20 ans, 30 ans, tant que cette donnée-là n'est pas réalisée. Mais pourquoi ça ne serait pas réalisé? C'est réalisable. Maintenant, il faut mettre beaucoup d'ardeur, évidemment, de passion pour que cela se fasse, mais cela s'est fait. Ici, je dis cette perspective tient compte du rôle de plus en plus grandissant des femmes dans tous les domaines. On dit que les femmes sont représentées aussi dans le milieu du travail. Même, on avait défendu des garderies, droit à l'avortement, droit aux enfants que l'on voudra, droit à avoir le corps que l'on veut, droit d'en parler, droit de, tu sais, quels sont les tabous maintenant? C'est ça, quoi qu'il y a un thème sur les tabous, est-ce qu'il y en a encore? Et voilà. Et la revue veut donner la parole à celles qui sont inscrites dans la littérature, tout en favorisant l'émergence de nouvelles voix au féminin. C'est ça aussi, Nathalie m'avait dit. Ça, c'est important parce qu'elle dit, souvent les revues, c'est entre nous, mais c'était pas juste un cénacle, c'était vraiment d'ouvrir le plus largement. Autant il y avait place à la relève, elle doit toujours être là. C'est ça qui nourrit également, disons, l'évolution des idées. Alors, place à la relève était toujours présente dans chacun des numéros. Nous avions un souci même d'aller la chercher, de la solliciter, de solliciter des textes, de l'annoncer. Et même par la suite, on a fait des prix réservés pour la relève. Ça, c'est important aussi parce que vraiment, ça va chercher des textes. Les femmes disaient, sinon, j'aurais pas eu l'impulsion de l'écrire, parce que je vais écrire le texte. Et après avoir écrit un ou deux textes, bien, il y a quelque chose qui s'amorce, et c'est souvent l'objet d'un livre. Puis aussi, les gens nous lisent en revue, c'est très important parce que c'est une rampe de lancement, mais une façon de connaître, de rendre visibles nos idées, parce qu'on en a, ça ne représente pas nécessairement l'establishment, ça ne représente pas nécessairement
ce que la société véhicule, mais justement, c'est ça, c'est le lieu pour le faire. Et d'autres nous lisent. Donc, il y a un écho de ça, il y a une résonance, une répercussion. Parce que plein de textes, les gens me disaient « Ah, j'ai été lu, tiens, veux-tu, on a un prochain thème, veux-tu envoyer un texte? » Et ainsi de suite, ça fait vraiment boule de neige. On ne peut pas faire connaître nos écrits si on reste chez soi, dans sa tour d'ivoire. Puis encore, même une revue, il ne faut pas se gêner pour lancer des textes, pour en envoyer. On garde les thèmes, c'est toujours bien annoncé. Alors, ça, j'étais rendue. Là, c'est une nouvelle orientation et ça a filé comme ça. Je vais là, un peu plus rapidement pour vous dire que ça a été adopté en partie. C'était le Conseil des arts et des lettres. Ça, c'était Québec. Ensuite, Ottawa, beaucoup plus tard. Mais 10 ans plus tard, on a dû cesser nos activités. Il y avait Pauline Harvey, et là, j'avais structuré, c'est-à-dire qu'au début, texte de création, un petit peu analyse, et il y avait aussi des critiques de... Je pense que c'est bien d'avoir différents volets, si on veut quelque chose qui se tienne, mais bon, c'est pas toujours nécessaire non plus. Mais on critiquait ou on recensait des écrits de femmes. Parce qu'ils disaient, nous, on écrit des livres, on écrit des romans, on écrit des recueils poésiques, des nouvelles, des contes, on écrit, mais personne n'en parle. Vous savez ce que c'est le problème majeur aujourd'hui, c'est encore pire. Bon, il y avait quelques pages du devoir, mais il y avait même un cahier au devoir. Maintenant, même si l'espace est réduit, au moins on dit en revue, ça fait circuler. Et de parler des livres des autres, ben, c'est incitatif, autant pour un éditeur qui va voir votre signature, c'est majeur. Donc, il faut vraiment avoir des lieux qui existent. Donc, ensuite, il y a Pauline Harvey. Puis là, j'ai lancé l'idée des entrevues qui seront réunies dans un bouquin. Et ça, je l'ai fait tirer, j'en ai 5 tout à l'heure. Désir et passion. Vous voyez les thèmes, il y avait entrevu Madeleine Olette, écriture intime, très très bon numéro, là je relisais tout à l'heure, parce que je faisais souvent le liminaire. Ensuite, il y a eu quelques femmes qui sont venues en renfort. Et déjà, dans le liminaire, on a la pensée. C'est important de dire ce que l'on veut faire. Et le journal, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écriture intime, mais disons que c'était un point fort. C'était le numéro 12 en 90. C'est devenu même un genre littéraire. Et beaucoup essaient de définir qu'est-ce que c'est. Il y a l'autoréférentiel, il y a le journal, il y a beaucoup de fiction, autofiction, autobiographie, des biographies romancées. Donc, évidemment, il y a des définitions là-dedans qui sont majeures. Je les relisais tout à l'heure. On a fait Anne Hébert, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Anne Hébert, une belle entrevue avec Anne Hébert, c'était numéro 15, j'imagine. Déjà dans nos premiers numéros, elle était en France et elle connaissait l'existence de la revue Arcade. Ça faisait pas si longtemps. Disons que si on parle de la nouvelle orientation en 1984, on est en 1988, puis elle dit qu'elle était au courant, puis elle avait accepté. Donc déjà, c'était une femme très, très connue qui était déjà bien ancrée là-bas dans son lieu, et une écrivaine chevronnée, c'est entendu. Mais elle avait accepté une entrevue paysage intérieur, je trouvais que ça lui ressemblait. Alors, vous voyez, et tout était confectionné par des femmes, une œuvre de femmes en couverture, à l'intérieur les entrevues aussi, c'était de mettre en valeur les femmes. Et ici, bon, je saute, je suis rendue à combien? 20, je peux rendre l'humour au féminin, alors pour vous dire que ça existe aussi. Mais bon, c'était de bon goût. Ensuite, il y a l'entrevue. Ici, numéro 21, là, on a dû arrêter 21 bruits et silences. Donc, déjà, c'est un numéro prémonitoire, on pourrait dire, parce que bruits et silences, la revue faisait silence. Donc, comme j'avais annoncé que je quittais, et la revue se fermait parce qu'il n'y avait pas de relève, c'est toujours ça, de former une relève, de passer le flambeau. Et on m'avait dit, bien, comme tu quittes, eh bien, on va faire l'entrevue avec toi. Alors, pour donner un bilan de ce que c'est la revue. Mais après, elle quittait définitivement. Ça, c'est à lire aussi. D'ailleurs, ici, vous avez peut-être une quinzaine d'entrevues. On a regroupé et fait une petite mise à jour. Et c'était des questions qu'on me posait. D'ailleurs, je la cherche. Pourquoi donner ce nom-là? On m'a posé une question. Bien, ici, je trouve que je l'ai mieux. Et j'explique chacun des numéros. Donc, ça donne un parcours sous le signe de la passion. Est-ce que vous voulez que je vous lise un peu? Il faudrait que je vois pourquoi le nom, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Hein? Non, c'est pas. Ben, je sais le nom. Bon, ici, j'allais, c'est pas tellement long. Fait que ici, ils avaient dit maintenant tu quittes. Bon, pourquoi la revue? Pourquoi fonder? Ça, je vais expliquer les débuts. Ensuite, pourquoi la revue s'était finalement appelée Arcade?
Bon, alors je dis à cause de la richesse polysémique du mot. Alors moi, je voyais une arcade, c'était une forme d'abord arrondie, que ce soit la forme logique, carré, rond, rectangulaire. La forme, c'est d'abord un lieu de jeu, vous avez une arcade de jeu, un lieu de plaisir. Ce sens renvoie à l'aspect ludique de l'écriture, mais arcade, c'est aussi l'arcade sourcilière. Alors c'est ça que je voyais, ce sens renvoie à la lecture et au plaisir de lire et aussi à l'écriture, le plaisir à l'écriture. La création réside dans l'œil, puisqu'on dit c'est vraiment par le regard que l'on va écrire, c'est par le regard que l'on voit, on observe des situations, des lieux, et ensuite l'écriture, la main va venir au secours de l'œil, je peux dire. Donc la création réside dans l'œil qui observe, perçoit la lumière et interroge. C'est d'abord avec les yeux qu'on regarde le monde. Arcade, c'est un regard différent, un regard de femme. C'est aussi une opération de lecture haute, un nouvel éclairage. Arcade renvoie également à l'architecture du texte et au côté, oui, et au côté visuel. Les lettres ont un visage, une forme, une verticalité et des angles. Alors, et moi aussi, j'avais trouvé ça, j'avais cherché beaucoup. Il faut dire que ça, si quelqu'un de part vu un genre de brainstorming, on avait mis plusieurs noms, plusieurs possibilités, puis j'ai vérifié, certains avaient été pris, et j'avais le goût, sans relisant l'entrevue, je ne me souvenais plus de ça, mais au tout début, je voulais appeler ça itinéraire, mais tu vois, donc j'ai changé d'idée, je crois qu'itinéraire, parce que je vois que c'était des itinéraires, des parcours d'écrivains, c'était plus banal, mais arcade, mais une autre raison, je peux vous dire, qui n'est pas écrite du tout, c'est que je trouvais que c'était plus facile de consulter en commençant par la lettre A, parce que je me suis dit, tout le monde, évidemment, dans une librairie, toujours par l'alphabétique, le A va ressortir, on va chercher les lettres. Je ne voulais pas être X, Y, Z, mais ça existe aussi, de A à Z. Alors, bon, ça, c'est peut-être une boutade, mais je n'ai pas pensé au début. Numéro 21, et là, j'ai dit, on arrête, parce que, bon, il y avait eu, tout ça, oui, c'est un beau parcours, je ne les ai pas tout apportés, mais je cherche l'autre numéro. On a redémarré, on renaît de nos propres cendres. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait baisse de subventions. Alors, au tout début, c'était 2 numéros par année, et là, on était rendu à 3 numéros par année. Aussi, il y a une production, il faut vraiment rentrer dans les critères. 3 numéros par année, j'enseignais à plein temps. Je voyageais aussi, j'écrivais, j'avais, bon, comment arriver. Évidemment, là, je ne pouvais pas arriver, 3 numéros. Alors, j'ai dit, disons que les exigences étaient plus fortes, il y avait moins de subventions. 3 numéros pour, disons, des subventions diminuent, mais il faut faire plus de numéros. Alors, il y a un peu une logique là, qui ne va pas du tout. Donc, j'avais annoncé, j'en ai fait une grosse conférence de presse, et si vous voulez, ça, je cherche l'autre numéro, peut-être je l'ai demandé en photocopie, c'est que là, les femmes n'ont pas accepté ça. Ah, vous voyez, ça, j'avais trouvé ça majeur, là, je l'avais écrit dans le numéro suivant, c'était le numéro 21. Non, le 21, c'était la fin, bruits et silence. Alors, c'était le numéro 22, mais c'est ça l'événement, c'est ça. Ben, je connais presque les numéros par cœur. Et pourquoi? Et les femmes n'avaient pas accepté. Alors, je me suis dit, mon Dieu. Alors, ben, on le dit un peu, si vous voulez... je vais vous en lire une partie parce que c'était... Chaque année au Québec, des revues culturelles interrompent leurs activités pour des raisons d'ordre financier. C'était un peu mon cas. Jumelé à la récession économique à l'entrée en vigueur de la TPS, une nouvelle règle, la situation de nombreux périodiques devient encore plus précaire. C'est pourquoi l'équipe de rédaction d'Arcade ne s'attendait pas à créer autant d'émoi en annonçant en juin dernier la fermeture de la revue. Moi, j'avais dit, c'est fini, même Réginald Martel en avait parlé dans le Devoir, fin de la revue Arcade, mort de la revue. Je ne sais pas s'il y en a qui se réjouissaient, mais il faut dire qu'au tout début, même quand j'ai commencé, j'ai annoncé une revue de femmes, j'ai eu des téléphones où les gens disaient que c'était l'œuvre du diable. Croyez-le ou non, j'avais enregistré ça, mais les gens trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup quand même de critiques quand ça s'est pas fait, évidemment de milieux assez conservateurs. C'est alors que les femmes de tout âge, mais là il y avait vraiment un beau renouveau, de tous les milieux se sont insurgées contre cette défaite hâtive. Elles ne pouvaient accepter que la seule revue littéraire au féminin au Québec rende les armes. C'est la seule revue francophone, je dis bien, et on disait, ben, au Québec, oui, mais la seule revue même en Amérique du Nord.
Et les gens le reconnaissent, ils disent, je suis allée même à Washington, m'ont invité pour parler de ça, pour des recherches féministes. Ils disaient, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'existe pas nulle part. Alors, seul et unique, et c'est resté encore seule et unique revue de création en français, évidemment, consacrée exclusivement à l'écriture des femmes. C'est vraiment unique. En France, même, ils n'ont pas ça. Quand on parle en France des pays pourrait être similaire, enfin de même langue. Tous les pays francophones n'ont pas ça, ni en Suisse. Après, j'ai eu un volet international, vous allez voir, j'ai changé un peu. Ben là, j'ai eu de l'aide. Donc, c'est ça, je pense que quand on fait un cri d'alarme, l'aide est venue. Donc, ça a été bon de le dire. Donc, comme les personnes acceptaient ça, cela leur semblait impassable, aberrant. Toutes auront réagi avec enthousiasme pour nous dire de persévérer et même nous offrir spontanément leur collaboration. Parce qu'après, disons, avant ça, c'était une petite équipe de 3 personnes. Moi, Louise Blouin, je suis là en premier, mais je me suis dit, il y avait Louise Blouin et une autre, des fois, qui pouvait varier selon les numéros. Il venait porter un coup de main, porter du renfort, mais il disait, c'est trop impliquant, on peut pas, tout le monde est engagé aussi hein, dans leur famille, au travail, dans leur cause. Il disait, on ne peut pas s'aventurer plus qu'1 an, on peut donner mais on va mettre une limite à notre engagement. Il disait 1 an, mais c'est trop de travail, recommencer. Alors moi, je recommençais à chacune réexpliquer la thématique. C'était toujours articulé autour d'une thématique, par exemple. Entre 20 et 30 auteurs, même des fois 40 invités sur ce même thème. Ensuite, recevoir les textes, les lire, les corriger, évidemment, au besoin, ou des fois une petite rectification, et ensuite redire le prochain thème. Et les gens, souvent, il faut faire beaucoup de rappels, hein, parce que, comme on disait, les délais, la date péremptoire, ils disent « Oh mon Dieu, j'ai oublié, on attend le texte, il ne vient pas, il faut rappeler 3 fois. » Donc, c'était quand même aussi à gérer cet aspect-là. Donc, j'ai eu beaucoup d'aide, cela leur semblait penser, et c'est devant leur détermination que nous avons compris qu'en effet, la revue Arcade avait encore un rôle important à jouer. S'il n'y avait aucun rôle, ben, il n'aurait pas persévéré. Elle avait un rôle, il fallait redoubler d'efforts pour conserver ce que nous avions chèrement acquis en 10 années de travail. Ça, c'était au bout de 10 ans, un lieu de légitimation et de diffusion pour la parole des femmes. Et je peux dire que chaque numéro était recensé dans les journaux. Il y avait toujours de très, très bonnes critiques. Je ne le dis pas, là, mais c'est pour ça que je vais laisser des papiers au centre parce que c'est tout documenté. Toutes les revues en parlaient, même dans les journaux, Gazette des femmes. On avait des bonnes diffusions, bons reportages. Et si aujourd'hui, certaines femmes ont été admises, je dis bien, dans le cénacle de la littérature, de trop nombreuses écrivaines en sont encore injustement écartées. Souvent, on n'a pas de place non plus. Une seule revue, on ne peut pas absorber non plus tout le Québec, mais les gens qui envoient des textes, ça dépend des thématiques aussi. L'institution littéraire demeure difficilement accessible aux femmes. Celles-ci y sont tolérées, mais nullement encouragées. Aussi, pour favoriser la venue à l'écriture de nouvelles auteurs, une revue consacrée à la production au féminin apparaît-elle d'une absolue nécessité. Les innombrables textes de prose, nous c'était prose et poésie, publiés au fil des ans dans chaque numéro d'Arcade prouvent bien la pertinence de ce choix éditorial. Alors, et là, je dis, bon, beaucoup de marques de solidarité, ainsi de suite, des initiatives personnelles. Et là, j'ai restructuré autrement, quelle qu'en soit l'appellation, je pourrais vous dire écriture au féminin, pourquoi aussi. Bon, ça, vous pourrez le lire, c'est quand même assez important. Donc, l'été 1991 figurera désormais dans nos annales comme celui de la seconde naissance. Cette année, Arcade fêtait ses 10 ans, qu'elle viendra-t-il de son avenir, il faut bien l'avouer. L'an 2000 est fort tentant, et on s'est rendu jusqu'à l'an 2000 aussi. Donc ça, on avait appelé ça l'événement. Ah oui, c'est presque un événement, une renaissance, en fait. Et ce numéro-là a été dirigé par Daniel Fournier. Et il y avait aussi un billet d'André Ferretti, il y avait des commentaires de livres. Vraiment, donc ça donne des facettes. C'est là qu'on se rendait compte que l'écriture des femmes n'est pas unique, elle est plurielle, très diversifiée. Elle peut aller dans toutes les directions. Il y avait pas de limite. Chacune a inventé son propre imaginaire et à prendre la parole pour le dire. Donc là, j'avais restructuré autrement, c'est-à-dire que j'avais invité toujours une écrivaine responsable. Au lieu que ce soit moi qui sois responsable du numéro, j'étais responsable de la gestion, mais j'avais demandé prendre des relais. Donc les gens savaient soit 1 an, 2 ans à l'avance, moi je ferais tel numéro. Alors chacune de leur côté pouvait configurer son numéro. Ils avaient la liberté totale, comme on dirait, une carte blanche, vous faites un numéro, et bon, même demandé
les thèmes, ça avait déjà été touché ou non. Et puis, ça a été un beau parcours. Ensuite, là, je suis allée au volet international. 10 ans plus tard, j'ai développé le volet international parce qu'il faut progresser. Dans une revue ou même dans une maison d'édition, ils demandent, bon, ben, quels sont nos progrès, comment on envisage le futur, on a le passé, le présent et l'avenir, comment on voit ça. Ils donnent des subventions selon comment va se dessiner notre maquette, en fait, c'est comme une maquette qu'on produit, avec une projection. Une projection financière aussi, souvent qui n'est pas toujours là, mais bon, il faut projeter. Voilà, et les gens, on avait assez à l'avance une vue, il faut avoir une vue assez longue, une bonne vue, si vous voulez, pour envisager tous ces thèmes. Et j'allais au niveau international à chercher des écritures de femmes, et c'est là que j'ai mis sur pied en 1991, 10 ans plus tard, les prix Arcade. Là, j'avais un prix 3 catégories, très important aussi pour la relève. Donc, premier prix, ensuite, je pense que c'est 200 $. Ensuite, les prix, 200 $, 3 prix. Et ça, vraiment, on est allé chercher des gens qui n'étaient pas connus, là, souvent c'était leur premier texte ou un deuxième. Et ça a beaucoup. On a été suivis aussi par ces femmes-là, mais ça, j'ai toute une liste, mais ça, c'est trop technique. Évidemment, vous verrez ça plus tard. Et aussi les hommages. Et c'est là que j'ai commencé des hommages à des femmes. Alors, tu vois, c'est des moyens, parce que chaque subventionneur va dire qu'est-ce que vous faites de plus, qu'est-ce que vous allez faire cette année. Donc, il faut démarcher beaucoup de dire, bon, beaucoup d'originalité, on va rendre hommage, et même il y avait une Cianic, on va rendre Angélique, elle disait, ben, pourquoi pas des femmages. Alors, et aussi l'écriture. L'écriture a évolué à travers ça, évidemment, et beaucoup les Européens nous disaient, oh mon Dieu, vous avez de la chance, nous, on ne peut pas faire ça et ça, on aimerait bien. Et beaucoup sur la langue, comme Lucky qui disait le E muet, bon, même moi j'ai fait un poème sur le E muet, qui se dit qu'il n'est plus muet, qui se prononce. Donc, ça a donné vraiment au niveau de la langue aussi une richesse, très très grande richesse pour le corpus québécois. Et ici, bon, hommage rendu aux femmes exceptionnelles. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est des gens qui sont là. Le prix pour la relève, c'était vraiment pour prose, poésie, on avait divisé quand même. Et puis, c'est une fois par année, c'était annoncé, puis ils étaient invités à lire, donc ça fait une visibilité. Et puis, les femmes hommagées, bien là, c'était évidemment des femmes plus consacrées, c'est sûr, son rend hommage, c'est pour un parcours, et c'est des femmes qui nous ont influencées, source d'inspiration, de continuité, aussi pour plusieurs générations. Donc, on a eu Lucie Bercianic, Cécile Cloutier, Madeleine Ferron, Anne Hébert, justement, oui, c'est l'heure du 15e, je ne suis pas arrivée encore, Anne Hébert. Ensuite, Françoise Loranger, Claire Martin, disons des écrivains qui pouvaient être oubliés aussi. Même Claire Martin m'a dit, ben, tout le monde pense que je suis morte. Elle m'a dit, mon Dieu, je reviens, c'est vraiment, j'en reviens pas. Je revis, elle s'est mise à écrire après. Ça, parce que souvent, elle n'avait pas été sollicitée pendant de nombreuses années. Madeleine Ouellette, Michel Sicard, qui ont fait des essais. Aussi Thérèse Renaud, Jeanne Sagnier, Fernande Saint-Martin. Donc, ça donne quelle heure? On va devoir accélérer, c'est-à-dire s'approcher de la fin, et puis peut-être se réserver une période de questions. Oui, vous pouvez poser une question, oui, quelques questions, mais je vais retrouver les numéros. Oui, parce que je sais que tu voulais nous dire, que vous vouliez nous dire deux mots du numéro 15, du 15e anniversaire. Du 15e anniversaire. Mais il peut poser des questions en attendant, je vais réfléchir. Moi, j'en ai une encore. Au féminin, là, oui. France Théorème disait que c'est elle qui avait inventé la notion. Est-ce que toi, tu te rappelles avec les souvenirs comment ça s'est passé? Parce que ça a été un mot très porteur dans l'écriture des femmes au Québec. J'aime l'expression écriture au féminin. Mais non, elle, c'est pas écriture féminine. Moi, c'est arcade, écriture féminine, ou arcade au féminin, écriture. Je sais pas si c'est écriture, mais au féminin, ben, en tout cas, je sais pas de qui ça vient. Comme tu dis, ça vient sûrement de réflexion, mais c'est pas noté dans le. Au féminin. Je m'étais posé des questions. Ben, les gens, on était un comité, les gens disaient soit écriture féministe, on avait soit écriture féministe, écriture des femmes, écriture de femmes, non, écriture féminine, non, pas du tout, encore moins. Écriture féminine, c'est pas Châtelaine ou elle. Donc, on savait, écriture féminine, non, ça ne marchait pas. Écriture, ben, peut-être en lisant beaucoup des notions, c'est sûr que. Ça a été très porteur. Hein? Oui, ça a été porteur. L'écriture féministe, bon, il y a trop l'idéologie. Exactement. L'écriture des femmes, c'est plus sociologique. Oui. Caractérisé littéraire. Alors, l'écriture au féminin, c'est vrai que pendant plusieurs années, c'était...
C'était une notion moderne. Une notion moderne. Quelque chose qui était invité à aller. Qui invitait, oui. Ouais. Mais ça a dû être pris, comme tu dis, c'était dans l'air, il y avait quelque chose, oui, parce qu'on assistait à toutes les réunions aussi. Ben, disons, France Duret, donc, faisait beaucoup de lectures. Oui, ça a dû. De qui? Oui, probablement, on l'a lu quelque part. J'ai dit écriture au féminin, puis c'est difficile de se positionner. Là, il fallait trouver. Au féminin, ben, je trouvais que oui, c'était porteur, mais c'était aussi. C'est une écriture qui est en train de se faire, qui est au féminin, qui met de l'avant le féminin, au fond. L'écriture aussi, c'est qu'il y avait quelque chose qui germait. Est-ce que ça vient d'elle? Je ne sais pas. Nous, on ne s'était pas posé de questions par rapport à ça, mais peut-être qu'elle détient la maternité de ce mot-là. Je ne dirais pas la paternité, mais elle tient. Oui, bien au féminin, oui, ça a été important. Oui, ben, ça nous a distingué des autres, parce que les gens ne restaient pas féministes. Il y avait eu toutes les revues féministes, les écritures féministes, mais on se positionnait. Les féministes étaient invités à écrire, bien, tout le monde. On ne faisait pas de catégorie, si on écrit en tant que femme. Ensuite, il y a eu le mythe du deuxième sexe. Ça dit Lettre pour prendre l'air. C'était le 21e siècle, c'est ça, l'an 2000, on l'a traversé. C'était des questions, les rebelles, vous le voyez, les nocturnes, la rue, donc c'est déjà très actuel. Il y avait les lieux de l'écriture, le scandale. C'est le scandale, je me souviens, ça aussi c'est en 1958, c'est en 2003. Et déjà le scandale, je parlais dans l'introduction, c'était un peu la pornographie, les abus. Je vois ça aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est comme actuel, le scandale pivot de la société, tout pillé, tout violé, tout pollué, rien de suspect. Alors, je mets l'accent là-dessus, c'est ça le scandale, social, politique. Il disait qu'on avait fait ça. Bon, tu vois, c'est des réflexions, la pensée s'invente. Il y a beaucoup de la pensée là-dedans, numéro de Louise Dupré. Orientale, on était aussi, toutes ces interrogations sur des femmes, sur la diversité des femmes qui ont une pensée de l'Orient, qui nous enrichissent. Le 21e siècle s'écrira au féminin, vous voyez. Donc, c'est très ouvert. Le futur à l'essai, tu sais, qu'est-ce que c'est le futur vu par des femmes sous cet angle-là? C'est un gros numéro. Puis aussi, on a beaucoup lu à l'étranger, poésie des femmes tchèques. Fait qu'on a ouvert beaucoup pour cette écriture-là en Europe et en Suisse, en France, en Belgique. Ils disent encore, mais pourquoi nous on n'a pas cette revue et pourquoi on ne l'a pas? Parce qu'ils disent que c'est encore si machiste, la société. Et ici, le 80e, je vais au moins finir là-dessus, pas oublier qu'on a fait œuvre de mémoire aussi, Arcade, 80 voix au féminin. J'ai tout un dossier sur le 15e. Quand il y a eu le 15e anniversaire, c'est important de célébrer, mais d'abord la parole, l'écriture et les revues, mais comme des fois on cherche des événements, bien ça peut être le 10e, le 5e aujourd'hui, on célèbre le 5e, le 10e, le 15e anniversaire. Nous, le 15e, ça a été en grand, c'est la première fois que la grande bibliothèque de Montréal, mais qui était, c'était avant la construction, c'était quoi, donc, la Bibliothèque nationale était où, donc? Oui, sur Saint-Denis, c'est ça. Oui, puis, exactement. Donc, on avait fait un grand renfort, ça a été une grande exposition pendant un mois et demi. J'ai tous les événements, mais là, vous les racontez. Pendant une année complète, on a été en action, on peut dire. Et les gens disaient, bien là, la littérature des femmes, la littérature féminine rentre par la grande porte. Ça avait été accepté d'abord, donc ça a été une année de travail pour aller rencontrer les personnes intéressées. Est-ce qu'ils acceptaient? Donc, il y avait différents volets. On avait fait des cadavres exquis, il y avait à l'entrée des poèmes de femmes, il y avait 4 vitrines, même au côté visuel, parce que c'est Annie Mollet-Massard qui s'en est occupée, est artiste. Donc, organiser des vitrines avec le matériel arcade, c'est-à-dire j'avais conservé toutes les maquettes, on ouvrait, il y avait aussi des photos, des textes mis en valeur, plus grossis, il y avait des bulles aussi qu'on avait fait avec quelques mots, des petits, c'était pas des haïkus qu'on appelait, mais des extraits, si vous voulez, de poèmes qu'on pouvait lire. Il y avait les femmes, c'était en images, les femmes en mots. Alors, c'était vraiment une très belle célébration. On a été pendant presque une année complète, là, une visibilité, si vous regardez, les journaux en avaient parlé. Mais ensuite, on avait invité, il y avait la ministre de la Culture, il y avait le ministre de la Condition féminine, il y avait, tout le monde était venu. Il y avait au moins 150-200 personnes, j'ai encore des photos. Même Gaston Miron était venu aussi, c'était en 96, juste avant qu'il est décédé en décembre 96.
Et ça, c'est en mars, le 8 mars, hein, pourquoi pas, évidemment, la date était toute indiquée, donc il faut vraiment créer l'événement. Et ça a été Louise Coq-Noir et moi de rassembler des voix de femmes, justement, qui avaient publié Anthologie Arcade 1996. Donc c'est un numéro double, c'était assez... un enjeu majeur. Et ensuite, on est allé partout, la Maison des écrivains. On est venu au Musée de la civilisation ici à Québec. On n'est pas à Québec, mais je veux dire qu'ils nous avaient invités. On a fait un numéro. Ensuite, j'ai fait des numéros spéciaux. Ça a été publié par XYZ. Donc, c'était Femmes, Corps et âme, ou Corps et âme. Un très beau numéro. Puis, il y avait une exposition. Ensuite, il y avait eu un volet international. Je pense que c'était là-dedans que j'avais participé aussi. Mais en tout cas, on a fait plusieurs lectures. Donc ça, c'est une lecture. Il y avait 33 voix de femmes à travers la poésie de langue française et on nous avait demandé de publier dans la revue Arcade, parce que c'était des voix et du Québec et d'ailleurs. Et là, on était en France pour cette lecture-là. Avec elle, à nos côtés, on dit d'autres Québécoises, on dit partager leur poésie. Nicole Brassard, Denise des Hôtels, Nathalie Wattel, Hélène Dorion. Le Québec ouvre large ses pages à la francophonie. Il disait que ça vient répondre à un besoin énorme. Et donc, ça a été un succès, là, je le dis, dans l'avant-passage. Il y a d'autres revues en France qui ont parlé de nous. Beaucoup de revues, le Jardin d'essai, la revue des Charges. Par-delà des imaginaires particuliers, une langue commune. Je crois qu'on avait une langue particulière au Québec pour faire rêver ou pour informer, pour interroger notre quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait? Par-delà les imaginaires particuliers, une langue commune s'élaborait avec des sommets d'émotions. Donc, c'est des paroles qu'on... C'est qu'on sentait qu'à travers d'un océan à l'autre, à travers tous ces pays, il y avait vraiment des concordances, il y avait des points communs. C'est sûr que l'écriture des femmes, on retrouve des aspects communs et des lieux de bataille, de partage aussi, mais c'était pas une ligne directrice, une ligne autoritaire, je veux dire. Chacune avait à prendre sa voix. Et ça, les gens ont beaucoup aimé, les gens, les femmes. Autant les hommes venaient nous écouter parce qu'ils disaient, disons, ça a révolutionné, il faut bien le savoir quand vous lirez, révolutionner le savoir, mais l'écriture et les manières d'écrire, de se comporter, de penser, les manières de sentir aussi. Et ça a influencé beaucoup l'écriture des hommes. Beaucoup d'hommes ont dit, André Roy et d'autres, mon Dieu, moi, enfin, je peux écrire. Il écrivait avant, mais vous savez ce que je veux dire, je peux dire des choses qui sont taboues, je peux dire, il y avait beaucoup de... Le côté émotif n'est pas seulement du côté de la femme, les hommes aussi ont un côté émotif, on essaie toujours, et vice-versa aussi, le côté masculin peut être dans la femme aussi, il y a des forces, il y a une fragilité, mais ça n'empêche pas des forces non plus. Et dans l'écriture, ça se manifeste de ces façons-là. Vous voyez, on a fait même le dernier tabou, et aussi elles ont dit oui. Dire oui à quoi? Alors, si vous avez des questions maintenant, oui. Nathalie. Simplement, comment ça s'est terminé, cette aventure? Oh, ça, je pense. Ben non, ben pas les détails, mais pas les détails. Ben, c'est qu'à un moment donné, il faut fermer boutique. Je veux dire, ben, il faut fermer boutique, c'est en 2003, 2004. Il faut fermer boutique. Ben, c'est compliqué. L'histoire s'est terminée. Hein. Elle avait si bien commencé. Non, en fait, non, moi, je me retirais de plus en plus, parce que, bon, il y a l'écriture et tout ça, je me retirais, et puis j'avais confié la direction administrative à quelqu'un, à une femme, donc je ne dis pas qui, quoi, et c'est trop compliqué, elle a voulu changer la direction de la revue, c'est une bonne chose. Je veux dire, un bon point, où là, je me souviens là-dessus, on avait établi que la revue, on confie, c'est toujours la même chose, on confie à quelqu'un comment les autres vont opérer, comment ils vont gérer ça. Ça va être dans la même ligne directrice. Quand vous fondez quelque chose, vous créez pendant 20 ans, c'est presque même 23 ans, presque un demi-siècle, non, un quart de siècle, c'est ça?
pas un demi quand même. Et vous voulez que ça continue hein, dans une ligne, vous voulez pas que... Et je me souviens qu'il y a un numéro qui avait été fait par une administratrice qui disait même, qui corrigeait les textes des auteurs, puis Suzanne Jacob m'avait appelé une fois, c'est moi qui dirigeais quand même les numéros, elle était à la gestion, mais comment ça se fait que le gestionnaire m'appelle, vous pouvez changer un mot, une virgule, elle dit, écoute, je sais écrire. Alors là, il avait été offusqué, puis beaucoup d'autres. Et donc, finalement, je m'étais dit, c'est pas heureux. Et elle s'était appropriée des droits. Bon, puis elle n'avait pas voulu fonctionner à l'intérieur d'un cadre. Hein. On a beau engager quelqu'un, mais des fois, on dit peut-être une structure de femmes, bien, on fait confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance. Et à un moment donné, tout n'est pas écrit. Si vous voulez, on n'écrit pas un code de procédure. Alors, dans nos assemblées, c'est important, mais je pense dans des revues aussi. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, qui sont seulement dites, qui fonctionnent de façon orale par la parole. Et puis nous, on avait toujours été sur une base de collaboration et d'échanges mutuels. Et ça a été quelqu'un qui s'est approprié la revue. Et à un moment donné, elle fait un numéro, puis elle donnait la parole aux hommes. Alors moi, je dis non, là, ça ne va pas. Donc, il a fallu que j'aille en cours. Et puis, j'ai réglé. Je veux dire, au sens où je préférais fermer que, parce que là, il y avait plein d'annonces, il y avait publicité, ça aurait pu être la balle, des marques de biens. Moi, je ne veux pas fonctionner avec des publicités, c'est pas eux qui vont déterminer un contenu, mais ça finit toujours comme ça. Donc, je me suis dit, non, on ne peut pas être soumis à la seule des idéologies qu'on a défendues et contre lesquelles on s'est opposé, et qui finissent par imprimer un contenu, puis une marque, une signature. Donc, j'ai décidé de fermer boutique. Je trouve que c'est comme ça. Ben, on a un peu une histoire, là, il y a des traces, mais je ne voulais pas que ça reste, que ça devienne tout à fait le contraire de l'œuvre première et le sens de la revue. Je ne sais pas si vous auriez agi de la même façon. Est-ce que tu savais cette fin, non? Sans entrer dans les détails. Non, mais c'est bien de comme pouvoir, ça s'est terminé comme ça. Oui. Ben, ça permet de... Ouais. Ce qui m'enlève absolument rien à tout le parcours que vous avez tracé. Absolument formidable et très intéressant, très proche, très révélateur, j'allais dire, de l'époque en même temps, de l'importance que ça a pu avoir à ce moment-là, à différents moments où ça a occupé le terrain et le créneau. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de comprendre comment tu tombes sur un créneau, mais en réalité, tu l'as déjà, tu le portes de l'intérieur. Mais là, par le biais des institutions qui te contraignent, finalement, ça le fait se révéler. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve, comme parcours. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est-à-dire, oui, c'est ça en terminant, c'est pour dire qu'il y avait comme une identité, un peu ce que vous dites, une quête d'identité individuelle qui rejoint l'identité collective. Et c'est là qu'on se rendait compte que toutes les femmes, ils cherchaient, puis ils cherchent encore, parce qu'ils disent, on n'a plus ce lieu de regroupement, mais vous savez qu'il va y avoir une librairie féministe qui va ouvrir. Donc là, je sens qu'avec les nouvelles voix, parce que des fois, il faut qu'il y ait rien, un petit peu, un vide, comme ça, ça comblait un vide. Mais absolument rien. Mis à part toutes les autres batailles puis les revendications sociales et politiques qui demeurent très importantes, il y avait des revues, on relayait, mais il disait en création, on ne peut plus, il n'y a pas de créneau. Et là, c'était un lieu d'appartenance, un lieu d'imaginaire, un lieu où on peut évidemment élaborer, on peut penser, on peut échanger entre nous. On a besoin de cet échange. Les revues sont très importantes. Et aujourd'hui, ben moi, je fais partie d'un autre comité femmes. Je ne sais pas pourquoi ça nous poursuit, comme on dit. Comité, je veux dire, j'appartiens au Centre québécois, Centre québécois du PEN international pour libérer les prisonniers politiques. Et on a fait un comité femmes parallèle avec Germaine Beaulieu. D'ailleurs, beaucoup de femmes, on se retrouve, Louise Prévenue, Denise Desautels. Donc, on refait un groupe, tout ça, c'est bénévole, hein, sur une base volontaire. Et là, c'est beaucoup au Mans Haute-Phare, pour sa libération. Donc, on écrit des textes, on agit. J'ai fait une émission radio là-dessus. Donc, donc, on continue à différents niveaux. Mais ça a été très important. Donc, on voit que la pensée d'égalité, la pensée de justice et la liberté, parce que écrire, c'est une liberté que l'on exerce et qu'on prend. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps d'écrire, de trouver les mots. Et ça, ce lieu-là, il est très précieux et il est dans des revues, dans des livres. Et on espère que dans d'autres pays, c'est pas partagé également. Justement, il y a
des obstacles. Et on essaie, si on avait la revue, on en parlerait à nouveau, mais on le fait par un comité de paix international et par Amnesty. Donc, je pense que la paix, c'est toujours des valeurs que l'on a défendues, paix, liberté, même que ce soit là-dedans, dans des textes de création. Et la librairie féministe, pour vous dire qu'on sent qu'il y avait comme un vacuum, moi c'est ça, ou enfin un rouleau compresseur, parce que les gens disaient, il y a eu, et je suis pensé, puis les gens ont dit, ben maintenant ça existe, donc c'est comme si on n'a plus besoin. Donc des réflexions que l'on entendait. Suite à ça, moi j'ai continué par Mouvance, j'ai fait sur Internet, on peut continuer maintenant sur une autre base, sauf que, ben là c'est pas financé, tout ça c'est plus difficile, et la librairie des femmes vient à notre réunion, ce sont 3-4 femmes, et puis 3-4 jeunes filles, ils disent, ben mon Dieu, on a besoin, là c'est comme c'est les mêmes problématiques qui se posent. On a fait un cursus scolaire, on est allé à l'université, on n'a jamais entendu parler de références de femmes ou très peu. On cherche les livres, il n'y en a pas, on ne sait pas où les trouver parce que souvent c'est l'étalage pour le marketing, les livres qui se vendent bien. Et ils sont où les livres de femmes? Aussi pour nous c'était tout retrouver, se réapproprier cette histoire qui est la nôtre. Donc il y avait beaucoup de références qu'on allait retrouver, on faisait vivre des visages de femmes qui ont été importants, c'est l'histoire, la mémoire. Donc, toutes ces valeurs-là qu'on continue à communiquer, et eux autres disaient, ça n'existe plus. Ils n'ont plus ce lieu-là de rencontre, d'échange qu'on a eu à un moment donné. Et là, c'est pour ça qu'ils mettent sur pied la librairie. Je ne sais pas si tu as entendu parler, toi? Oui, vous avez entendu parler? Oui, de la librairie, oui, parce que je fais partie du RECEF, fait qu'ils nous ont demandé de financer un petit peu, parce que c'est du financement populaire pour la librairie. Oui. Donc, oui, je les ai rencontrés, et puis là, ils devaient ouvrir en septembre, ça va être peut-être dans 2 mois. Dans certaines difficultés, mais on peut donner des livres, aussi, ils disaient des livres usagés. Donc, ça va être lieu de rencontre, de discussion, il y a des livres que l'on peut faire parvenir. Il va y avoir officiellement une grande ouverture, justement, bon, peut-être dans 2 mois. Ben, tenez-nous au courant. Oui, on les soutient. Ben ça, c'est à Montréal. Probablement, là, ils sont, si vous voulez, au niveau du local. Hein, c'est toujours des questions financières. Le local, ils sont en train de négocier, comme elle dit. Ils voulaient quand même assez grand pour qu'il y ait aussi peut-être des expositions, ben, des lancements, qu'on peut dire, plein d'événements. Alors, ils ont dit dans le village, dans le quartier du village, là, à Montréal, soit à Maisonneuve, ils essaient de trouver, ils sont encore en recherche, là, mais c'est à veille de se trouver. Ben, je vous le dirai, oui, ça va être important. Elle ne devait pas être à la librairie d'histoire, non? C'était pas... Non. C'était pas ça qui... Peut-être au tout début, mais non, c'est ça. Lui, il a sa propre librairie, mais ils veulent un local plus grand pour des événements. C'est ça, en train de le dire. Et en tout cas, on peut poursuivre cette conversation de façon informelle après, mais je pense qu'on doit vous féliciter, vous remercier pour cette contribution très vivante et très chaleureuse. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, il y en a 5. Ben là, moi, je ne sais pas comment on procède à un tirage. Ben, moi, non. Il y en a 5. Il faut écrire des numéros. Alors, vous sautez dessus. Non, il faudrait l'ouvrir. Mais je suis contente de voir qu'il y a autant des jeunes de toute génération, des gens de... Merci beaucoup. Mais même les jeunes, je suis contente que... Est-ce que vous avez le goût peut-être de faire quelque chose pour la revue Arcade? Aller dans... J'avais bien, oui.